Alors, ça c'est septembre, l'orthophoniste mettra en place pour son anniversaire de 2 ans, fin janvier, et elle parle. Mais elle adorera aller aux séances d'orthophonie avec papa, c'est un plaisir fou. Mais bon, just for pleasure. Et ce qui va se passer au milieu, et que je vais commencer par me faire engueuler, parce que la sensorimotricienne me dit que j'en ai marre avec Sonia, elle a toujours la langue hors de sa bouche et elle fait et en plus il n'y a pas de pointage, elle faisait comme ça avec sa main. Et là je suis obligée de tomber vraiment dans la réalité. Attends, cette petite fille ne va pas devenir autiste, mais ça fait psychose déficitaire, sans langage. Bravo Laznik, t'as bossé. Elle sera toujours dans le spectre non spécifique au DSM-5. Déficitaire, sans langage, bravo, t'es admirable. Donc j'essaie de commencer par travailler à la classique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, très freudiennement ou post-kleiniennement. Il doit y avoir des problèmes liés à l'impulsion sadique orale. Ça va marcher, rien du tout, mais vous verrez, il faut se tromper pour se rendre compte. Mais j'ai beaucoup essayé, on ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé. Alors il y a un crocodile. Ah, il va manger Madame Laznik. Oh, regarde, il a mangé toute la main de Madame Laznik. Oh, le coquin. Ah ça, elle aime beaucoup. Mais elle ne dit pas un mot pour... Elle ne sort pas un son pour autant. La seule chose, c'est qui sort du ventre. Hein. C'est pas une articulation. Oh, ah, voilà la main de Madame Laznik, la voilà. Il va la manger encore? Encore? Tu dis encore? Madame Laznik, elle ne comprend pas. Alors là, c'est quand on baisse à ce niveau-là, qu'on est devenu éducatrice, c'est que le psychanalyste a perdu toutes ses ressources. Puis évidemment, vous imaginez que le résultat est nul. Alors, je vais être sauvée par un hasard, une touquée. En fait, le problème, c'est que je voudrais beaucoup qu'on arrive à mettre cette orthophonie en place. Et la secrétaire a dit qu'il fallait que maman sorte pendant la séance, parce que la secrétaire allait partir, il faut essayer de trouver un nouveau rendez-vous, qu'on n'arrive jamais à trouver des trucs qui collent entre la maman et l'orthophoniste. Que la maman travaille quand même quand la petite fille est à la crèche. Donc la maman va sortir. Alors le père que je vois de temps en temps, qui est un homme plein de charme, de bonne volonté, aimant de ses enfants, n'arrive à rien. L'enfant dort toujours que dans les bras de la mère, le père par terre, sur un petit matelas, gonflable. Voilà comment ça se passe. Le père a essayé tout ce qu'il peut pour essayer d'imposer la loi du père, rien ne marche. Et l'enfant est tellement agrippé à sa mère que parfois le père dit « Mais tu as envie, va au moins à la boulangerie ». La boulangerie est à 30 mètres de la maison. Et la petite fille hurle tellement dans les bras du père, tellement, que la mère revient. Donc il n'a aucune place, zéro. Ce jour-là, il faut que maman sorte. Alors. J'arrive, je vais voir Madame Kay. Vous pouvez me la laisser, on va négocier le départ. J'arrive tout de suite. Elle revient, maman. Elle dit, je reviens, ma chérie, je reviens. Elle revient. Elle a été juste voir la secrétaire. C'est ça, je savais que ça se passerait comme ça, on l'avait déjà dit. Juste pour pouvoir savoir comment organiser pour toi le rendez-vous. Elle revient. Elle a été voir Kitty, elle revient. Et là, j'ai un premier pointage de ma vie. Et pointe un jouet que je lui avais déjà montré, un truc Fisher Price de je ne sais pas quand, où on appuie un truc, il y a un petit Mickey qui sort, ou un Donald, et donc après on peut les faire disparaître, réapparaître, disparaître. Donc elle va être passionnée par ce jeu, et moi je vais pouvoir lui dire, ben, si tu veux qu'on continue, parce que pour que je l'aide, tu dis au revoir, coucou, au revoir. Donc elle répète coucou, au revoir, j'entends sa voix, première fois, et la mère revient, elle ne s'occupe pas du tout de sa mère. Et autre chose, c'est qu'elle fait un jeu que j'ai rien compris sur le moment, mais rien du tout, parce qu'il est très lacanien, puis je ne sais pas toujours les jeux lacaniens, moi. Et c'est en revisionnant la bande avec des collègues qu'on a compris ce qui se passait. Je vais vous le montrer. Papa, dodo. Je comprends. Alors, première chose, ça c'est un mot que les autres, elle les a répétés derrière moi.
Celui-là, il vient de son cru à elle. On est en train de jouer avec un autre truc où il y a des espèces de petits animaux préhistoriques. On appuie le bouton, ils apparaissent ou ils apparaissent pas. Moi, je suis tout à fait idiote. Je pense papa, maman, bébé, famille. Mais elle, ce qui l'intéresse sont deux signifiants. Papa et dodo. Et je ne comprendrai que plus tard que c'est le signifiant que papa utilise pour essayer de créer une séparation entre les deux. Il lui dit Sonia, dodo. Et elle reprend papa, dodo. Un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant, elle a tout compris. Ben, moi, j'ai pris un peu plus de temps. Alors, c'est papa et maman. Vous voyez, moi, je raconte Le garçon et des la histoires de fille, c'est ça? famille. D'accord. Tout le monde fait dodo là, t'as vu? Ils font tous dodo là. Ils sont tous en train de faire dodo là, t'as vu? Tu veux ouvrir? Tu veux ouvrir le papa? Encore Alors, donne ta papa. main, ouvre la main et on va ouvrir le papa. Allez, ouvre comme ça ta main. Voilà, maintenant pousse. Ah, et dis bonjour, je suis le papa. Bonjour. Tu lui dis bonjour? Bonjour. Vous avez entendu l'impératif dodo. Alors ça, c'est le signifiant de papa. Et le signifiant de la séparation avec la mère. Mais comme je suis un peu lente, ça m'a pris une dizaine de jours pour comprendre. Mais pas grave, je ne lui ai pas empêché, elle a continué son truc. Alors à chaque séance, maman sort 5 à 10 minutes. À ce moment-là, parce qu'elle ne parle, elle dit quelques mots à l'extérieur, mais en séance, elle parle sans arrêt. Elle dit des petits mots simples, elle n'a pas encore un... ça va aller très très vite qu'elle parle couramment. Et pendant ce temps-là, on dessine, on parle, etc. Tout va bien. Puis, vacances de Noël. Et bien, la séance qui suit, impossible qu'elle accepte de se séparer de sa mère, mais la mère non plus. Vous allez voir. C'est que souk-souk. Hop. Et tout à l'heure, maman va sortir un peu et nous, on va dessiner. D'accord. Oui, oui, oui. Hein? Tout à l'heure, maman va sortir et nous, on va faire des dessins. Tu vas faire Tu te des rappelles dessins. qu'on fait des dessins à un moment donné? C'est la première séance après les vacances. Et nous, on dessine. Tu te rappelles? Ah ouais. Tu te rappelles qu'on dessine? On pourra dessiner un crocodile si tu veux. Tu peux les dessiner, Clément? Non. Non. Non? Non. Parce que les autres fois, là, elle ne pleurait plus du tout quand sa mère Elle sortait. reste un petit quart d'heure dehors et après elle revient. Je reviens, ma chérie. C'est des séances d'1 heure. Hein. C'est 10 minutes sur une séance d'1 heure. Commence à grandir, Lina. Je te laisse ici toute seule, hein? Ah oui. Viens, je t'amène, C'est en je tout te ou laisse. rien. Après, je viens te chercher. Oh, elle fait ça avec l'aîné qui est en psychothérapie, mais qui n'est pas du tout autiste. Et alors, je me dis que il faut que je fasse quelque chose et c'est moi qui vais les séparer. Maman, elle va Et je ne pensais pas que ça allait être aussi horrible. Le dessin, maman. Viens avec Madame Leslie. Maman lâche. Maman lâche. Parce que maman ne lâchait pas. Maman s'agrippait à sa fille. J'ai attrapé. Et j'ai attrapé cette petite fille. Oh, bon. Ça, vous n'entendez rien parce qu'elle hurle. Donc c'est un hurlement silencieux. Ça va, il va durer 52 secondes. Le plus long hurlement de ma vie. Hein. Vous pouvez y aller. Même en hurlant. Vous avez vu la C'est comme bouche? ça qu'elle fait. Elle revient, maman. Elle revient. Elle veut revenir. C'était comme ça que le père avec tout le monde. Hein. Oh oui, elle veut jouer, mais elle va revenir. Elle va revenir, non, elle va revenir, oui, elle revient, oui. Elle revient, maman, oui. C'est l'horrible. Je me dis, je vais vendre des pommes de terre. Fini la psychothérapie psychanalytique. Oh oui, elle va venir. On va jouer un petit peu, elle revient. On va jouer un petit peu, on va dire bonjour à ceux-là, regarde. Ça y est, le cri, ça a duré 52 secondes, hein, montre en main, mais c'est l'horreur.
transférentiellement ou transférentiellement, c'est l'horreur. À partir de là, à partir du moment où j'ai infligé violemment cette séparation, le langage s'établit parfaitement. Alors, c'est-à-dire que du fait que j'aimais beaucoup la mère, elle me laisse finalement, malgré le fait qu'elle a agrippé, parce qu'elle aurait pu ne pas revenir, hein, après une histoire pareille. Elle revient parfaitement souriante, et l'enfant parle partout, parle à la crèche, à la maison, partout. Bon, pourquoi Lasnik arrive à jouer un rôle de père réel, c'est-à-dire le père qui aime la mère, qui est très chaleureux avec elle, mais qui peut opérer la priver de son enfant, c'est caricatural comme privation. Hein. Je la prive réellement hein, de son bébé sur le moment. Et regardez comme c'était beau l'écrit. Je ne sais pas le fin mot de pourquoi monsieur n'arrive pas à jouer ce rôle-là. Pourquoi madame ne le laisse absolument pas, parce qu'il ne demande pas mieux. Hein, vous avez vu qu'est-ce qu'elle a raconté, Sonia. Papa dit dodo, c'est le signifiant de papa, dodo, autoritairement, mais à partir de là, elle accepte quand même d'aller dans son lit. Bon, papa arrive à la coucher, elle parle partout, et elle a découvert dans la salle d'attente un truc que je ne connaissais pas, qu'un adorable petit bouquin qui raconte tout à fait l'histoire de séparation et retrouvailles. Hein? Parce qu'on peut enfin imprimer quelque chose de la présence-absence. C'est un livre qu'elle a trouvé. Alors, quand la maman et le bébé se retrouvent, ils font des bisous. Avec maman. Au revoir. Au revoir. Alors, ça se passe avec plein d'animaux différents, on ne trouve pas le bébé, la maman cherche le bébé, le retrouve, il y a des retrouvailles, c'est bisous. Voilà, je l'ai fait, j'ai lu ce livre 200 fois. Évidemment. Oh, celui-là, le crocodile, j'aime beaucoup. Oh, le bébé crocodile. Ça, c'est peut-être ses préférés. Oh, bébé. Elle me Maman l'arrache. va lire avec toi. Et elle On lui va dit, lire. maman, on va lire. Et maman se prête. Ah, elle avait coupé les popos, on avait oublié les popotates. Bébé, Et qu'est-ce qu'ils se font là? Ils se font des bisous. Ils se font des bisous. Quand ils se retrouvent, il y a des bisous. Avec sa maman. Avec sa maman. On attend. Donc on a une petite fille qui parle partout, qui va bien, et Qu'est-ce qu'ils font là? évidemment, il va y avoir un nouveau chapitre. Faut pas... C'est mignon. Au revoir bébé. Alors, là-dessus, 2 mois plus tard, rechute. J'arrive dans la salle d'attente, elle est sur les genoux de maman, et elle fait... Alors ça me comme ça de nouveau dans la manche. Je rentre en séance, rien à faire que des... Je demande à la mère, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, c'est horrible, elle est comme ça depuis ce matin. Hier soir, elle parlait. C'était comme vous l'aviez vu. Oui. Je dis, attendez, hier soir, elle parlait. Ce matin, elle est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Oh, je me suis engueulée avec mon mari. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est papa qui couche la petite fille maintenant dans son lit. Et elle était nauséeuse, ça allait pas. Elle dit, maman. Maman veut intervenir. Papa dit, laisse-moi faire. Je sais faire les choses, laisse-moi faire. La maman s'en va et la petite fille vomit. Et là, c'est un drame. Elle lui dit, t'es un salaud, t'es un tortionnaire. De toute façon, les hommes, ça vaut rien. Tu seras jamais un père, t'es dégueulasse. Bon, ça et un peu plus. Voilà. Puis elle récupère sa bébé. Voilà. Et là-dessus, je lui dis, ben, ne cherchez pas plus. Pourquoi ce bébé est rechuté? Cette petite fille est rechutée à cause des attaques contre son père. Et vous n'avez pas raison, parce qu'elle aurait peut-être vomi dans votre lit aussi. Hein. Qui c'est qui a dit que ça l'aurait évité? Elle est peut-être malade, elle a peut-être une gastro, ça arrive. Papa faisait son travail de papa, qui est d'être le séparateur et de mettre de l'ordre dans le monde. Alors, à ce moment-là, maman raconte un fantasme. Et par hasard, c'est moi qui suis filmée. J'ai une tête de Lacan quand il me faisait du théâtre. Vous allez me voir. Alors, vous allez voir ce que maman raconte. Du coup, Léna, quand elle grandit, elle reste avec maman. Du coup, Léna, quand elle grandit, elle reste avec maman. Elle raconte son fantasme.
qu'elle a l'intention, ça se passe dans des pays du Maghreb, que ce soit l'enfant sacrifié qui va rester, qui ne va pas se marier, etc., qui va rester avec la mère. Et elle le dit sur une voix enjouée, vous avez vu? C'est Léna. Ce n'est pas que son mari. Non. Quelle horreur! Il faut qu'elle soit vieille fille! Quelle horreur, vieille fille! Oh là là, la pauvre, toute grisâtre, rabougrie! Oh, quelle horreur! Si elle comprend, elle va me tuer. Je n'ai pas fait de discours, c'était du théâtre, vous êtes d'accord? Ce qui faisait que la mère, au lieu de se sentir attaquée, ne pouvait pas s'empêcher de rire. Et alors, j'apprends, enfin, pourquoi cette femme ne peut jamais venir à des rendez-vous qu'on lui propose, qu'elle demande, elle pleure chez la directrice de la crèche. Chaque fois, la directrice appelle, vous ne pouvez pas soigner maman, mais chaque fois qu'on lui propose des rendez-vous avec qui que ce soit, moi, le consultant, un autre thérapeute, elle les manque tous. Et là, on comprend. Alors la mère raconte qu'elle a dormi dans les bras de sa grand-mère jusqu'à l'âge de 18 ans. Et son père en a eu tellement marre qu'il a organisé un mariage avec un cousin éloigné, comme ça se fait au Maghreb, qui travaillait à Paris. Parce que papa en avait marre de voir sa fille otage dans les bras de sa mère à lui. Et sa mère à lui détestait les hommes. Elle avait un mari, chauffeur de taxi à Paris, qui envoyait l'argent ça très correctement, qui allait tous les 1-2 ans, elle détestait les hommes de toute façon, lui faisait un gosse, réapparaissait 2 ans après, et elle l'a éduqué depuis sa plus tendre enfance. Les hommes, c'est horrible ma chérie, nous qu'est-ce qu'on est heureux ensemble, on finira notre vie ensemble, n'est-ce pas ma chérie, tu resteras avec moi. Alors elle était prise dans une ambivalence extraordinaire, parce qu'elle aime sa grand-mère, et si elle m'entend, elle me tuerait. Vous êtes d'accord, vous l'avez entendu. Donc, dans un mouvement ambivalent terrible, et on voit là pourquoi ce monsieur, pas mal du tout que papa lui a trouvé comme mari, n'avait aucune chance de jouer aucun rôle. Il était forclos avant d'être mis dans le circuit. C'est une forclusion préalable. Voilà. Alors, évidemment, tout ça s'est travaillé, et on a quand même beaucoup vu le coup des parents, et finalement, quand je suis partie à la retraite, que la petite fille avait 4 ans et qu'elle allait très bien, maman a entrepris une psychothérapie pour elle, chez les adultes, une psychothérapie psychanalytique. Alors, juste vous montrer des extraits d'une séance, c'est pas récent, hein, c'est pas du tout, il y a des années, elle est en CP maintenant, c'était récent quand j'ai fait la présentation. Alors, non, je vais vous sauter ça parce que je voudrais gagner. Je vais vous montrer juste un truc très rigolo. C'est comment elle utilise le signifiant papa pour pouvoir créer un écart avec sa mère et comment finalement maintenant ça amuse maman. Bon, voilà. On entend une moto dehors, vous avez entendu? La moto? La moto? T'as vu le bruit qu'elle a fait, la moto? Un grand bruit, hein? Parce qu'elle a des facteurs d'hyperacousie, comme tous ses enfants. Oh oui, Léna, elle s'est demandé d'où il venait ce bruit. Un vélo, c'était une moto. C'était un gros vélo avec un moteur, ça s'appelle une moto. Papa, il a une moto, papa? Non. Il a un gros camion, papa. Et maman ne doit plus toucher ses cheveux comme elle veut. Il faut pas peigner les cheveux de Léna. Mais on fait plus qu'on veut d'elle, hein. Qu'est-ce que t'as? Tu veux pas que je touche les cheveux? Ah bon? Ça commence à être une petite personnalité, vous savez. Il va falloir compter avec, hein. Il va faire la poupée très vite, il n'y aura plus, hein. Quoi? Ah, c'est un chouchou, il est très beau, ton chouchou. Faut pas toucher le chouchou? C'est qui t'a acheté le chouchou? Hein? Et la mère de dire... Ah, j'ai... Attends,
attendez, j'ai loupé la fin. Je vous la repasse parce que le dernier mot est important. T'as vu le bruit qu'elle a fait, la moto? Un grand bruit, hein. Ça fait un peu peur, des bruits comme ça, hein. Oh oui, Léna, elle s'est demandé d'où il venait ce bruit. Un vélo, c'était une moto. C'était un gros vélo avec un moteur, ça s'appelle une moto. Papa, il a une moto, papa? Non. Il a un gros camion, papa. Ah, il faut pas faire des... Il faut pas peigner les cheveux de Léna. Qu'est-ce que t'as? Tu veux pas que je touche les cheveux? Ah bon? Ça commence à être une petite personnalité, vous savez. Il va falloir compter avec, hein. Donc, ça, la poupée, très vite, il n'y aura plus, hein. Quoi? Ah, c'est un chouchou, il est très beau, ton chouchou. Il faut pas toucher le chouchou? C'est qui t'a acheté le chouchou? Ah? Ah oui, non, je pensais. Et maman dit maintenant, tout ce qui est bon dans la vie, ça s'appelle c'est papa. Voilà, donc aucun danger de psychose infantile, ni de déficit, ni de retard de langage. Vous imaginez qu'elle a 2 ans et des poussières. Elle est rentrée à l'école maternelle 1 an et demi après. Elle était évidemment celle qui parlait le mieux de la classe. Bon, je vais laisser quelques minutes pour qu'on discute avant de vous infliger un cas, parce que je voudrais quand même que vous voyiez 2 cas, hein, quand même. Donc je pense que ce serait bien qu'on lance une discussion, non? Qui veut poser une question? Ou un commentaire ou une critique. En tout cas, elle illustre bien les théories lacaniennes quand elle va pouvoir parler que parce que la mère est absente et qu'il y a l'appel après. Hein, il a fallu cette séparation pour qu'effectivement elle accède au langage, quoi, hein. Elle est passée par le Forda avec les jouets. J'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Ben oui, c'est pour ça que je vous ai amené celui-là, parce que c'est pour vous. Vraiment. Parce que j'en ai plein, mais bon, celui-là, j'ai pensé que ça plairait aux lacaniens. Mais je pense pas qu'elle a fait exprès, Sonia. Hein. Je crois que c'est quand même 2 structures. Ben Quelle a été votre relation avec le père? Ah, on s'est vu beaucoup de fois, parce que je voulais le soutenir. Mais j'avais beau le soutenir, tout ce que je voulais, le trouver adorable, ça ne marchait pas. C'est après que la mère raconte l'histoire de la grand-mère que le truc se défait. Que effectivement, il était hors jeu avant même d'entrer. Elle ne l'ait lui donné aucune place. C'était pas possible. Vous les avez vus ensemble? Je les ai vus après ensemble. Parce que, après ça, pour essayer de pouvoir travailler cette question. Et quand la mère a décidé qu'elle allait faire une psychothérapie, elle a dit « Ah, bah ça, c'est une bonne idée !» Ah ben, je suis un peu pétrifiée du fait que je vous pétrifie, non, quand même. Bonjour, vous avez parlé brièvement du stade du miroir. Et en fait, moi je suis directrice de crèche et j'ai une enfant justement qui présente des syndromes autistiques. Je viens d'arriver et elle a 2 ans. Oh là là. Et en fait, voilà, donc, alors justement, quand elle était, souvent, quand elle va devant le miroir, là, bon, bien sûr, elle ne parle pas, mais elle commence à chanter. La dernière fois, elle aime beaucoup, effectivement, se mettre devant le miroir. Elle faisait là, là, là. Mais en fait, je voulais voir, bon, vous dites qu'effectivement, c'est difficile, c'est déjà un peu compliqué. Bon, les prises en charge maintenant par le CAMS, voilà, mais ce qu'on peut faire... Alors, je vais vous dire en tant que directrice de crèche que vous pouvez faire. Très souvent, c'est dans la grande section de la crèche, quand vous allez les passer l'année d'après en maternelle, que vous vous occupez de vous inquiéter. J'aimerais que ça soit chez les tout petits que vous vous inquiétiez.
Hein, qu'on vous demandiez, Jean-Noël Trouvé, qui est ici, de vous faire une formation à la question d'utiliser la grille préau, vous formiez vos puères, vos éducatrices, que vous vous préoccupiez d'envoyer en prise en charge dans les premiers mois. Parce que ce gosse-là, maintenant, elle en a pour des années et elle aura des séquelles. Je veux me tromper, mais malheureusement, il y a des grandes chances que je ne me trompe pas. Et toutes mes collègues directrices de crèche, parce qu'on a un certain nombre qui travaillent avec nous disent c'est vrai. Nous, on s'inquiète de tout ça dans l'année qui précède la mise à la maternelle et pas dans la section des tout. Changez pour l'amour du ciel votre fusil d'épaule. Occupez-vous de faire de l'évaluation de risque chez les tout petits. Les bébés, quand on les pose par terre et qu'ils sont incapables de se regrouper, on peut les voir dès qu'ils arrivent. Dès qu'ils arrivent. Et ça serait bien, je ne sais pas, j'ai beaucoup de psychomotriciennes, je sais que vous avez des psychomotriciens qui viennent une fois, je ne sais pas les combien, hein, ou même pas, je ne sais pas les combien. Ah bon, parce qu'en région parisienne, on a quand même obtenu une sensibilisation pour les psychomotriciens de crèche, pour qu'ils nous aident, mais on peut imaginer, parce que des problèmes de non-regroupement, de non-connaissance du bas du corps, de mouvements comme ça, on peut les voir très tôt. Et donc, on ne pourrait que penser que ce serait bien que vous obteniez... C'est une crèche municipale, que vous obteniez de la direction municipale des crèches une formation pour les médecins de PMI, les directrices de crèche ou les puères à domicile sont des gens très importants, que vous puissiez, dans la petite section, faire le boulot. Vous êtes vraiment des acteurs incontournables. En fait, oui, déjà, avec les nourrissons, on observe, et justement, j'étais contente de dire que vous parliez, la façon dont on tient un enfant, justement, on fait très attention à ça. Mais c'est vrai que, effectivement, on le sait. Moi, j'ai fait aussi une formation sur le chat, mais c'est vrai que Préau, effectivement, je connaissais moins. Mais c'est pour ça que je suis venue ici, pour écouter, justement, parce que voilà. je trouve que c'est quelque chose de très important dès qu'on Il y a reçoit aussi les enfants. des gens ici qui sont dans un, je ne sais plus où ils sont, dans un hôpital de jour, non, dans un CMP qui a créé une consultation bébé. Parce qu'un CAM, ça suppose qu'il y a un handicap. À 2 ans, on est déjà handicapé. Mais il faut des consultations bébé. Ben, vous êtes là. Elle est où votre consultation bébé? Alors, elle est à Valvert, mais elle intervient pour tout Marseille. Vous pouvez nous solliciter, et d'autant plus qu'on est en convention avec les crèches de Marseille, les crèches municipales. Voilà. Hein? Parce qu'il faut que Et vous Aubagne ayez et des La Ciotat, interlocuteurs On et va que jusqu'à vous La les Ciotat. envoyiez dans les 2 mois qui suivent l'arrivée du bébé en crèche. Parce que là, on fait des miracles, c'est ce que je vais essayer de vous montrer sur un tout petit bébé, avec une histoire très lourde, parce que maintenant, on se rend compte de beaucoup plus de lourdeur, donc qu'on ne se rendait compte avant. Mais donc, merci beaucoup de votre intervention. Vous êtes les pièces maîtresses du puzzle. Bonjour, j'ai 2 questions. Alors, vous êtes qui d'abord? Parce que quand on est directrice de crèche, c'est une place. Quand on est psychologue, je ne sais pas où, c'est une autre. Vous voyez, c'est important, votre place. Je suis psychologue Où ça? et infirmier. Et où ça? Vous travaillez dans quel genre de service? Je travaille à l'hôpital du jour, à l'Émeraude, Qui est avec à des l'hôpital adultes. Avec des adultes Ouais. autistes? Non, pas du tout. Bah, il y en a, des Ouais. autistes ou des psychotiques, mais il y en a de tout, quoi. Donc, mais ma question, c'était le reflux gastro-œsophagien et autisme. Pour moi, c'est toujours, tous les autistes ont des reflux Écoutez, gastro-œsophagiens. les bébés, je suis absolument persuadée. Pour les plus grands, je fais mon mea culpa. Autant il y a un certain nombre d'années qu'on fait très attention pour les bébés, autant je fais moi-même mon mea culpa. Pour des enfants de 2 ans et demi qui étaient verticalisés, alimentation variée, etc., on croyait que ça ne marcherait plus. Donc on avait, d'autant que ces enfants ne se plaignent pas, ont des visages lisses, vous voyez. Et
le bébé que je vais essayer de vous montrer par la suite a un frère qui est dans le spectre. Il doit avoir un QI de 140, 160, mais bon, on l'a pris en charge vers 18 mois, 2 ans, et 3 fois par semaine en psychanalyse chez un gosse très intelligent, avec nous comme consultants par derrière, une collègue de l'ALI comme psychanalyste, et à 2 ans et demi, nous n'avions pas du tout pensé au reflux. La mère en avait marre d'entendre une petite toux comme ça. Elle avait demandé au pédiatre qui avait dit, je sais pas quoi, finalement elle a vu un ORL, qui avait un petit appareil, beaucoup d'ORL longs maintenant, qui permet de voir quand tous les tissus sont enflammés, et a vu que la trachée était toute brûlée. Il avait 2 ans et demi. Mais j'ai une histoire qui va vous intéresser plus. Une petite jeune fille que j'ai reçue à 2 mois, c'est pas elle qui va vous intéresser, c'est que maman a un frère autiste qui parle, mais qui a beaucoup de troubles du comportement et de l'humeur surtout, qui est en hôpital de jour à 20 ans. Ça ressemble plus à vos clients. Même si c'est un hôpital de jour, lui, pour autisme de bon niveau. Eh bien, la mère, on a découvert un reflux gastro-œsophagien chez sa petite fille. Cet été, la mère arrête le traitement, puisqu'on avait oublié, la petite fille se referme immédiatement. Et on parle des facteurs de douleur avec la mère. On remet le traitement, bien sûr, elle récupère sa petite fille. Et on parle des facteurs de douleur chez ces sujets qui sont avec beaucoup moins de douleur, ils éprouvent beaucoup de douleur. Il y a des travaux de le professeur Sylvie Torchman, absolument remarquables, publiés à l'international. Même les autistes automutilateurs ressentent plus la douleur si on fait des IRM, si on fait des épreuves à la sudation, que quelqu'un du même niveau. C'est-à-dire, ils ont une sensibilité à la douleur beaucoup plus grande avec leur gueule comme ça. Donc, elle commence par me dire, tout le monde, milieu aristo, parce qu'on n'est pas que autiste chez les migrants, faut pas rêver. Moi, j'ai un biais de recrutement, j'ai plein d'aristos, pour une histoire liée à l'histoire des 3 I, AEVE, qui est une histoire de gens qui se sont mis ensemble pour faire du bénévolat dans les familles d'autistes. Bon, alors, elle me dit, mais dans notre famille, ça va très mal, parce qu'en table, il se permet de se plaindre que son nez est bouché, que sa gorge se sépare. Oui. Et je me dis, mais on ne se rend pas compte que pour lui, parce qu'on lui répond, cher ami, vous n'avez pas besoin de vous plaindre de quelque chose que, somme toute, nous subissons tous, n'est-ce pas? Bon, c'est à peu près ça. Et elle se rend compte, tout d'un coup, elle me dit, mais lui, il le vit beaucoup plus mal, c'est beaucoup plus envahissant pour lui. Et puis en réfléchissant, la semaine d'après, on lui dit, mais vous savez, votre frère a peut-être un reflux. Finalement, ça prend des mois parce que les pédopsychiatres qui s'occupent de l'hôpital de jour disent, mais il a plein de médicaments, on ne va pas mettre de l'oméprazole en plus. Première réaction, il a plein de médicaments parce que comme il souffre, il est très agité. Finalement, la sœur emmène le frère et tout était brûlé. Donc, 20 ans, ça répond à votre question. Mais je ne peux pas vous garantir que tous, mais sûrement un très grand nombre. Ok. Voilà. Et une deuxième question, si vous me permettez, pour le clivage entre le haut et le bas du corps chez Sonia. Ça s'est résolu après? Ah bah tout de suite après, elle a été prise en sensorimotricité. Hein. Elle n'avait pas que le bilan, elle a eu des séances de sensorimotricité régulières pendant 2 ans. Les psychanalystes sont moins bons que les sensorimotriciens pour réintégrer toutes les parties du corps. Il faut quand même qu'on parle de nos limites. Ah, quand je parle des limites, il y en a 2 qui veulent bien. Ouf! Je suis éducatrice dans un centre d'hébergement et un centre maternel qui a une crèche également. Donc on accueille beaucoup de femmes avec des enfants. Je suis un peu interpellée par votre situation. Ça me fait penser à une situation d'une femme qu'on accompagne et un enfant d'une fratrie de 3 enfants qu'elle a eu en 2 ans. Mais au-delà de ça, ce qui me questionne, c'est notre capacité à mobiliser une prise en charge quand on fait des observations un peu inquiétantes ou alarmantes, dans le cas d'un accompagnement, dans le cas de la crèche. Je sais que nous, on a quand même
beaucoup de difficultés, peut-être qu'on ne connaît pas assez les intervenants. Et du coup, je sais que vous dites qu'il faut intervenir très rapidement. Entre 4 mois et 9 mois, déjà, il y a trop de temps qui se sont passés. Du coup, ça s'aggrave. Du coup, le temps de travail est beaucoup plus long. Exactement. Et du coup, je crois qu'on n'est pas aussi assez formé, on ne connaît pas les intervenants. Et pour que le diagnostic soit affiné, c'est très long. Là, le petit garçon dont je pense là, très fortement, il va avoir 2 ans. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, mais pour moi, la prise en charge, elle est en deçà de ce qui devrait être fait. Mais nous, on a eu une orientation CAMS. Alors au début, c'est un peu de kiné, puis finalement, on se dit, au bout de 8 mois, peut-être que c'est un peu de kiné. Oui, un peu de psychomote. Mais du coup, on tarde, et j'aimerais savoir s'il y a un annuaire où on peut... Écoutez, est-ce qu'on peut ça tirer vous une tombe sonnette dessus d'alarme? encore une fois. Ce que vous dites, ça vaut de l'or. Moi, j'ai à Paris, sur l'intersecteur du 9-10, on a une consultation bébé, on en a une aussi au centre Alfred Binet, mais on en a plusieurs. Et maintenant, mes élèves que j'ai formés grâce à Dieu ont créé des consultations bébés un peu partout sur la couronne. Hein. C'est vrai qu'ensuite, il faut se rencontrer. Et il faut que vous puissiez savoir qui fait quoi comment. Pour ça que c'est important de montrer des films. Parce que la réunion à laquelle vous avez été à Paris, Oui. Hein, c'était essentiellement pour des gens comme les personnes qui interviennent ici. Quand on voit ce qui va se passer, comment on va travailler, ça donne beaucoup plus confiance pour téléphoner, dire voilà, on a une maman dans telle situation, est-ce que vous allez pouvoir la prendre? Après, la maman appelle, on l'aide à appeler. Il y a des mamans fragiles, puisque si elles sont chez vous, c'est que c'est pas l'aristocratie versaillaise, hein, voilà, avec des familles très bien structurées. Alors il faut savoir quand même qu'on a des biais de recrutement, une petite phrase, une incise. Souvent, on a repéré des bébés dans des hôpitaux de jour pour mères psychotiques et déprimées, ou dans des lieux d'accueil de mères en détresse. Et on croit donc que la cause de l'autisme vient de la situation environnementale. Moi, j'ai la chance de travailler avec les aristocrates. Ça passe pareil. Ça ne vient pas de là. C'est une erreur de notre part. On peut cumuler les drames. Un drame socio-machin plus un drame de l'enfant. Pas toujours. Il y a plein d'enfants qui sont résilients, qui supportent la situation de la maman. Bon. Mais juste pour vous dire qu'on peut se tromper du coup de cause. Hein. Mais ce qui est très important, et pour ça je vous remercie de votre intervention, c'est qu'il faut absolument que vous puissiez savoir où sur Marseille il y a des consultations bébés-parents gratuites, comment vous pouvez avoir le téléphone de la collègue, et moi je vous conseille de faire une journée où vous invitez les directrices de crèche, les médecins de PMI, et les dames qui dirigent des maisons maternelles et des crèches, pour que vous leur disiez comment on peut travailler, comment ils peuvent vous envoyer les bébés. Parfois, la première fois, ça m'arrive que l'éducatrice ou la puéricultrice de secteur viennent. Mais très vite, le parent se sent en confiance, parce qu'on est quand même des gens très sympas avec les parents, et il n'y a pas besoin de continuer les accompagner. Mais c'est sûr qu'à 4 mois, on travaille beaucoup plus vite qu'à 2 ans. Et à 2 ans, une séance de psychothérapie plus une séance de psychomote, eh ben ça va donner raison à la BA. C'est qu'on n'y arrivera pas. C'est pas assez. À 2 ans, nous on met 35 heures de prise en charge. Donc, ce qu'on peut faire à 2 fois par semaine, 3 chez le bébé, on ne peut plus le faire à 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est comme ça que nos ennemis disent parce qu'eux prennent 35 heures de prise en charge. Alors on le fait aussi, mais aujourd'hui, je ne suis pas venue parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour des enfants de 2 ans. Je suis venue prêcher, c'est le cas de le dire, le fait que vous puissiez travailler ensemble et que vous puissiez envoyer des tout petits bébés. Je propose qu'après, nous puissions parler de tout ça et mettre ça sur pied, si tu veux bien. Hein, on va faire ça avec Gilles. On va essayer d'installer quelque chose que tu décris là pour Marseille. Mais, pour que les gens soient en mais la consultation existe. Hein. Oui, mais c'est les liens qui manquent. Comment faire savoir, comment faire voilà, le lien, voilà. hein.
Cette dame m'avait demandé avant, vous permettez? Vous êtes dans le même esprit oui. On change pas de sujet. Si, juste, moi, je travaille en CMPP, je suis psychologue, donc je vois rarement des tout petits, donc comme vous parliez, parce que sinon je ne vous vois pas, donc j'ai du mal à parler à quelqu'un que je ne vois pas. J'avais juste une question, peut-être qui me tourmente un peu dans mon travail à moi, mais qui se pose peut-être pour les bébés aussi. Entre faire des prises en charge intensives, permettre aux petits de voir des psychomotes, des orthophonistes, et le fait que ça fait quand même beaucoup d'interlocuteurs. Moi, je suis assez tourmentée par ça, et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Si on pouvait proposer comme ça des tout petits. Dieu, un par un. Comment? Tout petit, vous voulez dire bébé? Pour ceux dont vous nous parlez. Attendez, quel âge? Quand vous dites toute petite dans votre tête, c'est à quel âge? Les bébés, pour vous. C'est-à-dire, de quel âge à quel âge? On va dire de 4 mois à 18 mois. Bon, alors nos 4 mois, 18 mois ont maximum 3 interlocuteurs avec leur maman, ils ne sont pas séparés, et ils les adorent. Ces 3 interlocuteurs en crèche, il y en a beaucoup plus, vous ferez remarquer. Hein? On est quand même moins agitant qu'une crèche banale qui va bien. Il a plus de 3 interlocuteurs à la crèche. Et ces 3 interlocuteurs sont sur des moments différents. Voilà, mais bon, je pourrais parler de la méthode des 3 I, mais sinon je m'en fous. Alors. Nathalie Romagnier, psychologue dans une unité de soins précoces sur Marseille. Voilà, en fait, donc, soins précoces, vous recevez les bébés à partir de quel âge? On reçoit en fait les mères enceintes et les bébés tout de suite. Ah bah, et la vous voyez les copines que vous avez. Voilà, il y a déjà 2 personnes, que... donc il faut que vous ayez les adresses en poche. Voilà, c'est ça. Nous, on fait en fait du soin thérapeutique très très précoce. Voilà. Et par contre, on dessert que les quartiers nord de Marseille et le centre-ville, puisqu'on dépend de l'hôpital Édouard Toulouse. Et donc, par contre, les quartiers sud, on ne fait pas, quoi, en fait, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que il faudrait organiser une journée pour eux, qui se rencontrent entre eux, qui montrent leur travail. Voilà. Bon. Oui, on intervient régulièrement dans des colloques. Non, mais bon, après, vous voyez que vous avez deux personnes qui ont des crèches et travaillent avec des bébés qui vous connaissez pas. C'est fou ce qu'on s'échine et on n'a toujours pas assez. Parce que dans les colloques, on rencontre nos pères, nos collègues, pas nécessairement toutes les directrices de crèche, vous voyez. Bon, après, on est intervenu aussi sur des colloques, sur le conseil général, etc. Mais bon, je pense que... Bon, apparemment, c'est pas toujours connu. Vous savez, c'est pas qu'ici. Hein. Dans le 93, Hervé Bentata a créé un truc qui s'appelle la maison du bébé, qui est absolument génial. Il y a tout. Il y a des psychothérapeutes, il y a des psychanalystes de formation bullagéenne, il y a même un ostéopathe pour maman, il y a tout, tout est gratuit. C'est une magnifique maison dans le parc de l'hôpital, qui est l'ancienne maison du directeur. Je fais mes formations pour des médecins de PMI, j'ai plein de gens du 9-3 qui demandent, comme madame, mais à qui les envoyer, et je m'aperçois qu'ils ne savaient pas que dans le 93, il y avait la maison du bébé. C'est des choses qui arrivent, vous savez. Alors je passe quelquefois mon temps à faire du go-between. Oui. Ça existe. Alors juste vous dire 2 mots quand même de cette unité mobile. Donc je suis Gilles Petriani, psychologue clinicienne à Valvert. C'est une unité mobile qui s'appelle de dépistage et de soins précoces pour les bébés dits à risque autistique. Elle a ouvert il y a 1 an, quasiment jour pour jour. L'enjeu est assez important, c'est pour ça aussi que je prends la peine de vous en parler ce matin. Nous ne sommes financés que pour encore 1 année, puisque l'ARS budgète ce genre d'unité sur des budgets non pérennes. Et donc l'idée aussi de se mettre tous en réseau, c'est pour que ce genre d'unité puisse continuer à vivre. Voilà, donc nous sommes 3. Principalement, 3 cliniciens, donc psychologues et 2 psychomotriciennes. Il y en a une qui est là. On a une cadre de santé
et un pédopsychiatre qui sont là en soutien mais qui n'ont pas de temps dévolu pour cette unité, on se déplace à domicile, dans les crèches, dans tous les endroits où on pourrait nous signaler des bébés qui présentent quelque chose d'un peu atypique. On aimerait les recruter le plus jeune possible pour l'instant. On n'y arrive pas beaucoup, hein, il faut dire ce qui est. On a ouvert avec des bébés qui avaient plus de 18 mois, voire plus de 24, et on sait que le travail, c'est pas celui pour lequel on a été missionné. Donc on le fait, mais on compte aussi sur tout le réseau pour nous emmener des bébés beaucoup plus jeunes. On y arrive un petit peu grâce aux fratries des enfants qui sont dans les hôpitaux de jour, dans les camps. Là, on commence à pouvoir rencontrer des bébés et leurs parents dès les premiers mois de vie. Et tout de suite, c'est pas le même travail qui peut s'engager. Donc voilà. Donc j'ai quelques plaquettes d'informations pour ceux qui voudraient en récupérer une. Elle est uniquement à usage des professionnels. Dessus, il y a nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter. On peut se déplacer pour faire des informations. On peut réfléchir à faire des journées d'études. On n'est pas en concurrence les unités les unes par rapport aux autres. On a envie de tous travailler ensemble. Voilà, je vous le dis. Et encore une fois, il faut que ça puisse continuer à exister. Voilà. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la prosodie du Mamané? Comment ça vous est venu cette affaire-là du Mamané? Vous voulez l'historique? Peut-être pas. Il y a un numéro de Préau, d'ailleurs sur La Voix, où j'ai raconté en long, en large, en travers, mais je vais vous faire un tout petit résumé. Je m'énerve avec mon ordinateur qui ne veut pas obéir. J'aurais besoin de l'aide des messieurs qui sont compétents. Parce que mon ordi a décidé de faire des siennes. Attendez, mes présentations. Je me disais, voilà. Il y a un rapport avec Ça m'est arrivé. Pourquoi ça ne veut pas tourner cette présentation-là? Regarde. Celle-ci. J'aimerais que ça, celle-ci qui tourne. Regarde. Je note tout, ça ne va pas. Ils ont pas. Alors, donc je raconte. En fait, j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe de Pise, qui est une équipe, la faculté de médecine de Pise a été créée par Napoléon sur le mode de l'école normale supérieure, pour faire de la recherche. Et donc, ils ont un hôpital qui fait des recherches depuis le début des années 90 sur les films des bébés. Enrico pour Sipabis, là, celui-là. Voilà, il ne veut pas marcher. Et donc, ils ont énormément travaillé sur les... On va voir si maintenant ça va bien marcher. Voilà. Ils ont énormément travaillé sur les films familiaux. Et je m'apercevais d'un truc, parce qu'en fait, on est devenus copains parce que quand ils montraient à la WAME des morceaux de films, leur grand jeu c'était de demander à tous ces pédopsychiatres spécialisés dans le bébé, alors lesquels sont devenus autistes, et tout le monde se plantait sauf moi. Sauf moi parce qu'il y avait cette idée du troisième temps, donc on est venu copains, je suis partie là-bas, et alors leur grand truc c'était de me faire tromper. Donc ils me donnent un film de Marco, qui est un bébé, que maman chante au bébé, papa parle et le bébé est dans la relation. Alors tu penses qu'il va devenir quoi? Je dis il est génial, il est devenu autiste, évidemment. Ah, alors je regarde tout le film, c'est des films de 2-3 heures, c'est tout ce que les parents ont filmé à l'époque, et en effet, à part ce moment extraordinaire où maman chante et papa lui parle, rien. Donc je me mets à regarder les films avec la question de qu'est-ce qui préside au fait que de temps en temps les bébés répondent. Parce qu'eux disaient oui, de temps en temps les bébés répondent. Un bébé banal va répondre 5 fois en 1 heure, un bébé futur autiste va te répondre 1 fois toutes les 5 heures. Avec ça, je ne fais rien. Donc j'ai beaucoup visionné des films et je me suis aperçue que toutes les fois où les bébés regardaient, il y avait cette espèce d'histoire de prosodie de Mamanet sur lequel on avait travaillé, nous, sur des groupes de recherche, sur le langage chez les bébés. Et j'ai fait cette hypothèse sur un film, 2 films, 3 films, 4 films, 5 films. Ça prouve rien hein, quand c'est comme ça. Mais suffisamment pour pouvoir stimuler un certain nombre de chercheurs. En Italie,
et à Paris pour monter cette recherche. Alors là, il y a eu un algorithme qui a été fait pour trouver la prosodie du Mamanet, il y a eu donc des neuroscientifiques, des équipes, et on a publié un certain nombre de choses, et maintenant c'est consensus mondial, ce qui a d'ailleurs changé beaucoup, parce que à l'époque, il y avait des articles qui paraissaient en disant, on sait maintenant pourquoi les enfants sont devenus autistes, le sillon temporal supérieur ne fonctionne pas chez eux. Sauf qu'il se met à ne pas fonctionner. Au début, il fonctionne quand même. Donc c'est acquis, pas inné. Le trouble est lié au fait que si on ne regarde pas celui avec qui on parle, eh ben, on va finir par bousiller son petit cerveau. Voilà. Et c'est pas inné. Donc depuis, il y a silence antenne sur cette histoire de qu'est-ce qui serait abîmé comme organe dans le cerveau. Maintenant, le consensus général chez les neuroscientifiques, c'est que quelle que soit l'étiologie, probablement génétique, et il y en a 800 différentes, de l'autisme, ce qu'il y a de commun dans tous ces bébés, c'est qu'ils ne regardent pas. Ils ne regardent pas, ils n'écoutent pas, ils bousillent leur cerveau. Le cerveau se met à s'organiser autrement que le cerveau du bébé neurotypique, pour parler comme parlent les autistes, de nous les neurotypiques. Ça vous va comme réponse? Un peu rapide, c'est plus longuement exposé dans cet article qui doit être sur mon site, à mon avis. Il doit y avoir 1 ou 2 articles sur les histoires de Mamanet. Les scientifiques, mais les scientifiques c'est très chiant, ils sont tous sur le site, mais ceux un peu plus clairs où on parle un langage humain et on fait des articulations avec la psychanalyse sont en français. Voilà, je vais vous montrer un bébé de 6 semaines. Ce bébé a un frère autiste, vous en avez déjà dit un mot, c'est celui que la mère a découvert à 2 ans, 2 mois, avoir vraiment le tractus abîmé, qui est en analyse chez une collègue. Et donc, c'est des parents que je connais depuis 8 ans. Je ne les voyais plus tellement depuis 1 an, parce que j'avais pris ma retraite au centre Alfred Binet, mais on les recevait en consultation, docteur Toitier et moi. Quand on avait vu l'enfant à 18 ou 20 mois la première fois, c'était un autiste efficace déjà, avec des mouvements stéréotypés, marchant de droite et gauche, complètement dans son monde. Il est parti à 3 séances par semaine. On a aussi déconné parce que comme il avait une motricité volontaire bonne, ben, à l'époque, il n'y avait pas que nous, les sensorimotriciens, se sont fait un peu avoir, parce qu'il y avait des facteurs d'irritabilité, je sais pas, ceux qui ont une notion de sensorimotricité connaissent ça, et c'est donc un enfant qui a hurlé chaque fois qu'il fallait qu'il prenne sa douche pendant des années. Et puis comme il avait un tonus pneumatique, ça c'est encore un truc des sensorimotriciens, c'est-à-dire que pour rentrer en relation, il bloquait la respiration, quand il criait, ça faisait... Ce qui faisait intervenir les voisins, parce que des cris perçants comme ça paniquait tout le monde, la police rappliquait, c'était quand même très cauchemardesque. Donc je pense qu'aujourd'hui, 8 ans après, on aurait mieux travaillé, même avec un enfant de 2 ans, on aurait quand même mis de la sensorimotricité pour travailler ce tonus pneumatique, qui n'est pas facile à baisser, et pour travailler les facteurs d'irritabilité. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc même il y a 8 ans, on travaille mieux maintenant. Alors, quand la mère est enceinte de ce 2e enfant, elle sait déjà qu'il y a des facteurs de risque, c'est un beau milieu, elle sait que c'est 25%, mais elle sait aussi que la SNIC lui a promis que ce bébé-là ne sera pas autiste, quoi qu'il arrive. S'il est dans les 75, ben très bien, la fête tout de suite. S'il est dans les 25, ben on fera la fête un peu quelques mois plus tard, mais c'est sûr qu'on y arrivera. Voilà, donc elle a une certaine tranquillité concernant ça, n'empêche que la grossesse se passe très mal. Au point que l'analyste de l'aînée, la voyant si mal, disant qu'elle a des douleurs, qu'elle a des contractions, qu'elle se sent mal, que le bébé lui fait mal, hein, l'envoie chez la fille de Dolto, Catherine Dolto, qui fait de l'aptonomie, et qui dira « mais j'ai jamais vu une femme pareille ». Parce que, en fait, ce que ne sait pas l'aptonomie, c'est parce qu'on apprend, nous, hein, et qu'on apprendra avec l'ostéopathe, c'est que 8 ans avant, 7 ans avant, la mère a fait une chute. J'ai reçu la mère avec le docteur Toitier et le père 20 fois. Ça n'est jamais venu. Pourquoi ça n'est jamais venu? Parce que quand on ne cherche pas quelque chose, on ne trouve pas. Sa blague, pour ce cas-là, vous savez, c'est le mec qui est sous un lampadaire la nuit et qui cherche ses clés.
On lui dit, mais vous pensez que vous les avez perdus là? Non, mais il y a que là qu'il y a de la lumière. Donc, si on n'a pas l'idée que des facteurs corporels peuvent être importants dans les difficultés pendant la grossesse, parce qu'à notre avis, les difficultés commencent pendant la grossesse, on ne les cherchera pas. J'ai un magnifique film de la mère me racontant toute sa souffrance récemment, mais c'est parce que l'ostéopathe, en la manipulant, lui a dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à votre bassin? C'était complètement coincé. Et la mère a dit, ah, j'ai eu un accident d'avion auquel elle n'aurait jamais pensé de faire un lien. Effectivement, un accident grave dans un avion, j'ai été emmenée en ambulance, j'ai eu 6 mois d'arrêt maladie, et il y a les 3 dernières les vertèbres du coccyx ont été abîmées, et surtout, il y a eu des arrachements ligamentaires. Ce que je ne sais pas, parce qu'en psychanalyste, on n'apprend pas ça, que quand le bébé, le fœtus est dans le bassin de la mère, pour que ça puisse se mobiliser, c'est très important ces vertèbres. Si elles sont coincées, si tout est arraché, la mobilité est très réduite et il y a des douleurs. Et le fœtus est mal. Donc elle a passé 2 très mauvaises grossesses. On était des jolis psychanalystes intéressés en périnate, ça nous est même pas venu à la tête d'aller ramasser ça. Or, c'était une souffrance réelle. Ah oui, c'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 ans, quand l'ostéopathe l'a touché, son coccyx était toujours très abîmé. Donc ce bébé est dans une mère. Nous, ce qu'on aurait vu, c'était sa mère est morte. Mais la mère n'était pas morte pour le premier. Et donc, on a plus tendance à écouter la psyché que le corps. Ça, c'est un truc. Mais moi, on va faire un truc, des conférences sur psyché et corps, en partant de l'esquisse, là, à 14 février, je crois. Jeudi 14, je crois. À le PHEP, donc ça sera transmis. Ça vaut la peine qu'on commence à s'y intéresser plus sérieusement, cette affaire de corps. Ça existe. Donc, cette femme vit 2 grossesses très difficiles. Et en plus, quand les contractions commencent, il paraît que comme ça fait très mal, parce que ça sollicite tous ces ligaments déchirés, les contractions ne sont pas bonnes. Donc le bébé s'engage et ça dure 4 jours. Je vous la fais simple, vous voyez? Alors, résultat des courses, vous allez le voir sur la gueule du bébé. Ça, c'est le bébé à 1 jour. Vous avez vu son visage, comment il est? Alors, ce bébé tête très très mal. Il est né à l'hôpital américain, je tiens à le dire parce que je suis furax. Donc, c'est vraiment pas le milieu misérable de vos quartiers pauvres, hein, à Paris. Donc, il y a un frein de langue qui est trop épais. En maternité, ils ne peuvent pas le couper parce qu'il est trop épais. On l'envoie dans le 16e. Le 16e, c'est un quartier chic à Paris. Dans une clinique qui ne fait que couper des freins de bébé. Il ne l'anesthésie pas. Il n'anesthésie aucun bébé. C'est 2018 dont je vous parle. Hein. Je ne vous parle pas du 19e siècle. Donc ce bébé qui a un facteur d'irritabilité, qui malheureusement est tombé dans les 25% et pas dans les 75%, va subir des interventions très violentes. Et on découvrira que s'il ne tête pas et perd du poids, l'ostéopathe qui le verra donc à 11 jours, je crois, découvre qu'en fait, sa mâchoire n'est pas à sa place. C'est probablement lié à toutes ces difficultés pendant la grossesse. Vous croyez qu'avant on pensait à tout ça, nous, les psychanalystes? La douleur est un facteur très important et pas que le reflux. Vous voyez tout ce qui peut se jouer. Alors, un bébé banal, lambda, qui s'en fout, il passe au-dessus de tout ça. J'ai reçu des bébés dont les intestins sont restés 6 mois à l'extérieur, qui n'avaient aucun trait autistique. Parce qu'ils pouvaient affronter tout ça. Ces bébés-là, il leur arrive des trucs pareils, mais c'est le cocktail. Hein. Facteur inné, il y a un grand-père du côté paternel qui est un génie mondialement connu, c'est sûr que c'est très mauvais sur le plan génétique, hein, il faut le savoir. Mais oui, les génies mondialement connus, c'est qu'ils font tous le même truc, ils ne s'occupent pas de plein de choses. Ils sont sûrement pas branchés comme les gens banaux comme nous. Hein. Bon. Mais le problème, c'est que toute cette souffrance qui vient là dans l'histoire, elle est sûrement des facteurs qui font un cocktail magnifique pour faire un autisme. Alors, ça c'est à 24 jours, même après beaucoup de séances d'ostéopathie, vous voyez qu'on voit encore un peu, et là, cette semaine, monsieur qui maintenant est merveilleux,
a fait une gastro. Ça arrive surtout sur un frère à l'école. Et pouf, j'ai vu sa petite mâchoire repartir. Donc dès qu'il y a des problèmes ou des tensions, l'ostéopathe est obligé de remettre sa mâchoire. C'est une ostéopathe.